Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Que sait-on vraiment sur l'origine du coronavirus, le SARS-CoV-2 ? L'enquête menée par l'OMS en Chine n'a pas permis de mettre fin aux soupçons. L'hypothèse du virus transmis par un animal à l'homme reste la plus partagée, mais celle de l'accident de laboratoire a de plus en plus de partisans, y compris chez les scientifiques. Quant à l'hypothèse du marché de Wuhan, d'où les premiers cas avaient été rapportés en décembre 2019, elle semble aujourd'hui abandonnée. Mais bon, toutes les hypothèses restent ouvertes, a déclaré le directeur de l'OMS. Alors pour débattre des hypothèses, nous avons invité Brice Perrier, journaliste indépendant. Vous collaborez notamment à l'hebdomadaire Marianne, où vous traitez surtout de sujets scientifiques. Vous venez de publier SARS-CoV-2 aux origines du mal aux éditions Belin, dans lequel vous racontez comment et pourquoi la fausse piste du pangolin a permis d'écarter ou de négliger d'autres scénarios plus dérangeants. Alors, en deux mots, pour l'instant, vous, vers quelles hypothèses vous penchez, Brice Perrier ? Moi, je me suis penché sur toutes les hypothèses, en fait, parce que j'ai fait un travail de journaliste, une enquête, et qui ne m'amène pas à trancher et à affirmer que c'est telle ou telle hypothèse qui l'emporte. Par contre, c'est vrai que j'ai pas mal exploré l'hypothèse du laboratoire qui était, quand je m'y suis penché, exclue quasiment du débat, sous couvert de conspirationnisme. On va voir ce qu'il en est en réalité. Alexander Samuel, vous êtes docteur en biologie moléculaire, enseignant, lanceur d'alerte sur les gaz lacrymogènes. Vous avez été très actif depuis le début de la crise du Covid-19, notamment pour lutter contre la désinformation. Alors vous penchez en faveur de quelle hypothèse plutôt ? Alors moi, pareil, je ne vais pas affirmer une hypothèse avec certitude. Par contre, que ce soit échappé dans un laboratoire, ça me paraît plutôt improbable. Ah oui. Eh bien, on va en reparler. Mais d'abord, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi la piste du pangolin a-t-elle été privilégiée dès le départ ? Dès le départ, on a parlé du pangolin. Est-ce que vous avez une réponse, Brice Perrier ? Bien oui, c'est pas vraiment dès le départ, mais c'est assez vite, parce que c'est au début du mois de février. Il y a l'Université de Chine du Sud qui a fait une conférence de presse en présentant une découverte qui était des coronavirus trouvés chez des pangolins, qui aurait, affirmait-il, 99% d'identité avec SARS-CoV-2, ce qui est une identité donc très importante et qui pourrait correspondre à l'hôte intermédiaire qui aurait transmis le virus à l'homme. Ça, c'est une information qui a fait le tour du monde immédiatement, qui a été tout de suite relayée par le journal Nature. Et alors qu'en fait, il s'est avéré que c'était faux, parce que l'identité des virus de pangolin n'était que de 90%, donc ce qui n'est plus du tout la même chose. Mais cette idée a fait son chemin, a été propagée. Ensuite, il y a eu des articles qui ont entretenu un peu cette idée, des articles qui sont notamment parus dans Nature, qui ont entretenu cette idée que le virus pouvait venir du pangolin. Mais c'était, en fait, moi, je vois ça un peu comme une sorte de diversion, en tout cas comme une affirmation qui n'était pas du tout avérée. Alexander Samuel ? Oui, alors c'est la méthode classique qu'on utilise. Il faut comprendre que quand on exporte des hypothèses, il faut essayer de réfléchir comment on peut répondre à ces hypothèses. Donc là, il y a 3 hypothèses possibles. Ça pourrait venir d'un laboratoire, que ce soit une arme chimique ou autre, une arme biologique qui est développée, ou quelque chose qui est pas du tout une arme, mais un accident de laboratoire, parce qu'on essaie de prévenir les prochaines infections. Ou alors, c'est une zoonose. Et donc, évidemment, on a les 3 hypothèses devant nous. Et pour pouvoir trancher, la méthode classique qu'on va employer, c'est de regarder un petit peu la séquence génétique. On va commencer par regarder un peu les gènes, et puis on va regarder s'il y a des homologies de séquences avec des choses qu'on connaît déjà. Donc effectivement, le problème c'est au départ, quelle est la séquence du SARS-CoV-2 ? Quelle est la séquence de ce nouveau virus ? Parce qu'au début, on va séquencer chez le premier individu qu'on va détecter. Mais c'est peut-être pas la séquence la plus consensus, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas, on a détecté une personne, on est sûr que c'est une nouvelle maladie, on va regarder ce que c'est. Mais c'est peut-être pas cette personne qui a la séquence qui est la plus générique. Elle a peut-être il y a tout de suite des variants, tout le temps des variations, parce qu'il y a toujours des erreurs de copie. Et donc on va essayer d'écrire une séquence consensus par rapport aux premières séquences qu'on va faire.
et puis celle-ci va peut-être se rapprocher plus de tel ou tel organisme au départ, et puis quand on va séquencer davantage chez plus de personnes, on va avoir des séquences une séquence consensus qui va un peu évoluer, on va avoir un spectre de variants qui va évoluer. Donc oui, effectivement, au départ, il y a eu cette proximité qui a été établie avec le pangolin, et puis rapidement, on a trouvé d'autres proximités, notamment avec cette fameuse RATG13 de chauve-souris. Alors justement, ce que l'on a l'air tout le monde a l'air d'être d'accord, c'est que le SARS-CoV-2 vient de Chine et qu'il vient de la chauve-souris, mais qu'il a eu besoin d'un autre animal intermédiaire pour passer à l'homme. Est-ce qu'on en est bien là? Est-ce que j'ai bien compris? Pas forcément, en fait. Que ça vienne de la chauve-souris à la base, c'est à peu près acquis, hein, c'est même certain. Par contre, qui a eu besoin d'un animal intermédiaire, c'est l'hypothèse qui est privilégiée, que ce soit le pangolin, ou maintenant on parle pas mal du vison, ou ça peut être d'autres animaux. Mais il n'est pas exclu totalement que ça vienne directement de la chauve-souris, parce qu'il y a eu notamment, il y a des contaminations qui peuvent arriver avec des coronavirus dans le sud de la Chine, avec des personnes qui vivent à proximité des chauves-souris. Donc, mais c'est quand même assez rare. Mais ce n'est pas totalement exclu que ça vienne directement de la chauve-souris. Alexandre Samuel? Oui, les hypothèses sont ouvertes. On pense, effectivement, l'OMS pense qu'il faut un autre intermédiaire. Dans son rapport, il y a un gros rapport qui est sorti. Il y a une hypothèse qui, moi, m'avait plu à titre personnel, qui n'est pas nécessairement l'hypothèse, la réalité, mais qui me plaisait pas mal. C'était celle publiée par un certain Bill Gallaher, qui explique surtout la présence du site de clivage furine, je pense qu'on en reviendra dessus, et qui passerait par des recombinaisons entre plusieurs séquences de virus chez la chauve-souris. Donc en fait, il faut des co-infections, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on ait en même temps 2 infections par 2 séquences virales différentes en même temps. Et dans ce cas-là, on peut avoir des recombinaisons, des hybridations entre les 2 séquences. Il est aussi possible, ça arrive très, très régulièrement en génétique, qu'il y ait tout simplement des recombinaisons avec des choses qui traînent et qui ont des homologies de séquences. Voilà, l'hypothèse de la recombinaison existe aussi. Alors, je vous propose d'écouter tous les deux la réponse que m'a faite Antoine Flahault, que j'ai reçu dans cette émission la semaine dernière. Antoine Flahault, c'est le directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. C'est quelqu'un que j'interviewe depuis le début de la crise du coronavirus, quasiment, et qui est toujours un peu à la pointe des connaissances scientifiques, parce qu'il a un regard global, justement. Alors, je lui ai posé la question de ces différentes hypothèses, où est-ce qu'on en est, et voilà sa réponse, et ça va relancer le débat. C'est pas tellement le marché aux poissons. En réalité, le marché aux poissons a été assez rapidement éliminé. On a cru à l'histoire du marché aux poissons, mais tout de suite, il y a quelque chose qui cloche dans le marché aux poissons. Ce qui cloche, c'est que les personnes qui ont été contaminées au marché aux poissons et qui sont arrivées à l'hôpital étaient dans un état de santé extrêmement délabré. Ils avaient des pneumonies très sévères. Or, on sait maintenant très bien qu'on peut avoir une pneumonie très sévère qui vous emmène en réanimation avec cette maladie, mais que quand on a, pour un cas de pneumonie très sévère, c'est vous-même qui avez rappelé ces chiffres, hein, on a au moins 85 cas qui sont bénins et qui circulent dans la communauté. Donc, s'il y avait eu un cas, là c'est 7 cas de pneumonie très sévère hospitalisés à Wuhan à cette période-là, on se serait attendu à ce qu'il y ait plusieurs milliers de cas dans la ville de Wuhan, déjà circulant. Et donc, probablement, le marché est un cluster, mais ça n'est pas plus que cela. Ça n'est pas l'origine. L'origine, il faut la chercher sans doute même quelques semaines auparavant. Alors, d'où vient l'origine? Et je crois qu'il y a 2 grandes hypothèses sur la table. L'une, c'est que peut-être des fermes, par exemple de visons, auraient pu être contaminées par une chauve-souris porteuse du coronavirus. Le coronavirus aurait infecté le troupeau de visons. Je dis le vison parce qu'il y a des troupeaux de visons dans la banlieue de Wuhan, c'est très prisé pour sa fourrure, et donc, un peu comme au Danemark ou même en France, hein, on a des élevages de visons, et que le vison est un assez bon modèle animal, c'est-à-dire que c'est pas un réservoir, mais c'est ce qu'on appelle un hôte amplificateur, on peut le contaminer, et lui-même peut recontaminer à son tour des hommes. Et ça peut être un bon hôte intermédiaire pour faire que le virus s'habitue entre l'homme avec lequel
le vison vit et l'animal. Alors qu'entre la chauve-souris et l'homme, on n'a pas des contacts très fréquents. Donc ça, c'est une première hypothèse. Malheureusement, les experts n'ont pas pu avoir accès à des troupeaux de visons, n'ont pas pu faire des prélèvements sur les quelques troupeaux de visons qui étaient dans des fermes avoisinantes. Et la deuxième hypothèse sur la table, c'est qu'en effet, il puisse y avoir une fuite de laboratoire, très probablement pas du tout malveillante, pas intentionnelle, juste une sorte de négligence, une sorte de possibilité que quelqu'un soit s'infecte en cours d'une manipulation sur des coronavirus dans le laboratoire, soit que voilà, on casse une éprouvette et qu'un virus soit relargué dans la nature. Alors, l'idée que ça puisse arriver n'est pas quelque chose de complètement absurde, c'est pas complotiste de penser cela, c'est pas totalement absurde parce qu'il y a à Wuhan des laboratoires de haute sécurité, un peu comme on a en France à Lyon, qui sont des laboratoires en principe très bien sécurisés, mais qui ne sont jamais à l'abri d'une fuite de ce genre, et que par ailleurs, on sait qu'à Wuhan, il y a des recherches qui sont menées sur des coronavirus, et donc ce qu'il faudrait, et cela non plus les experts n'ont pas eu accès à l'ensemble des données là-dessus, c'est d'avoir la liste de tous les travaux menés avec tous les germes identifiés, car tout cela, dans un laboratoire bien conduit, doit être entièrement enregistré, entièrement documenté et retraçable. Et là, on pourrait savoir s'il y avait un virus proche de celui que l'on a aujourd'hui et qui a émergé à Wuhan. Ce que dit la responsable des recherches sur le coronavirus de ce laboratoire, c'est qu'au début, quand elle a entendu parler de cette épidémie qui démarrait à Wuhan, elle a mal dormi parce qu'elle a eu peur que ça puisse être une fuite de son laboratoire et qu'elle a vérifié les séquences et qu'il n'y avait aucune proximité entre les séquences des germes qu'elle analysait et ceux qui sont à l'origine de cette pandémie. On ne sait pas aujourd'hui totalement le fin mot de l'histoire. Je pense qu'il y a des risques qu'on ne le sache jamais. La Chine n'est pas connue pour sa grande transparence et par ailleurs, la mission de l'OMS que vous avez mentionnée est quand même arrivée plus d'un an plus tard à Wuhan pour faire cette exploration et cette investigation. Alors on va reprendre tout ça progressivement. Premièrement, le fait que l'hypothèse du marché est totalement écartée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, Boris Perrier ? Je ne dirais pas parce que la mission de l'OMS et de la Chine à Wuhan, fin janvier, début février, s'est beaucoup intéressée au marché. Et encore dans ses conclusions, ils disent en gros que la première piste à explorer, ce sont les fermes qui attribuaient qui amenaient des animaux au marché, avec l'idée que ces fermes pourraient avoir des animaux qui viennent de l'extérieur de la Chine, parce que une des idées fixes un petit peu de la Chine, c'est de dire que ça vient de l'étranger. Donc, alors même que, comme disait le monsieur, tout laisse penser que le marché a plutôt été un cluster qu'une origine. D'ailleurs, les premiers malades identifiés n'avaient pas de contact avec le marché. On entretient quand même cette idée du marché, notamment pour trouver cette piste zoonotique et de dire que ça pourrait être la dernière nouvelle le dernier animal mis en avant pendant la mission de Wuhan, c'était le blaireau furet. Donc il fallait aller chercher d'où venait le blaireau furet. Et des blaireaux furets, donc aucun n'a été testé positif, aucun animal. Il y a eu quand même 81 000 échantillons d'animaux qui ont été testés avec aucun positif au SARS-CoV-2. Mais on insiste pour dire que ça doit être ça, donc il faut en chercher d'autres et aller chercher les fournisseurs du marché, peut-être des blaireaux ou d'autres animaux, mais on n'a pas enterré cette piste en tout cas. Alexander Samuel ? Alors, dans le rapport que j'ai lu consulté de l'OMS, ils ont quand même effectivement analysé énormément d'animaux, ils ont regardé beaucoup de choses, et il semble indiquer que c'est probablement pas là que c'est apparu. D'autant plus qu'ils ont montré qu'il y avait des personnes qui étaient positives par le passé avant, au mois de novembre. Alors, par exemple, là, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une personne, bon, c'est anecdotique, hein, mais il y a une personne qui me dit je l'avais attrapé déjà en mars 2019 ou qui cite des dates très très anciennes.
c'est très improbable que ça ait circulé à cette époque-là. Il y a eu l'OMS dans son rapport a fait un travail aussi épidémiologique qui a regardé s'il y avait une augmentation des risques, enfin des décès causés par les infections respiratoires et des choses comme ça. Et on ne voit pas une augmentation nette avant le mois de novembre-décembre. Donc il y a eu des cas qui ont été détectés un peu avant ce marché de Wuhan et ces histoires-là. Donc ça a pu circuler à bas bruit ailleurs, mais c'est de l'ordre de quelques semaines. C'est pas de l'ordre de mois ou d'années. Hein. Donc on avait peut-être une circulation un petit peu avant, un événement qui a pu le faire apparaître. Et effectivement, je pense que ce que dit Antoine Flahault est très, très intelligent parce qu'il dit on ne pourra jamais avoir le fin mot de l'histoire. Et c'est ça qui est problématique, c'est que quand on explore les pistes en disant est-ce que c'est issu du laboratoire et qu'on pose cette question-là, on pourra toujours trouver un moyen pour le rattacher au laboratoire et ça va être extrêmement difficile. Moi, la question que j'aime bien poser, je me permets de la poser, de changer un peu de sujet de question, mais c'est celle que je trouve la plus pertinente à poser, c'est est-ce que ça aurait pu se produire naturellement ? Est-ce que l'apparition de ce virus aurait pu avoir lieu sans l'hypothèse du laboratoire ? Et après, je me placerai un peu comme Laplace face à Napoléon en disant « je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Pour dire que ça a pu apparaître sans cette hypothèse, donc que ça aurait pu de toute façon apparaître, ça serait peut-être de toute façon apparu, même sans laboratoire, même sans intervention humaine. Alors justement, posons cette question, mais j'ajouterais, par exemple, avec les visons, dont parle Antoine Flahault, est-ce que ça aurait pu apparaître, d'après vous, naturellement, via les visons ? Alors ça, c'est une hypothèse qui tient la route, effectivement. Ouais, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, à mon sens. Oui. Je ne sais pas si Brice Perrier voulait parler, j'ai pris la parole de Brice, je vais lui laisser répondre, excusez-moi. Non mais que ça aurait pu arriver naturellement, c'est sûr, et d'ailleurs, ça a été en fait un argument, notamment de l'article de référence qui a été écrit par Christian Andersen et 3 ou 4 autres auteurs, qui en fait disait que comme ça pouvait être naturel, en fait, c'était naturel, mais c'est un peu l'idée qu'il y a eu dès le départ. Comme ça peut être naturel, c'est naturel. Alors qu'en fait, un virus qui sort d'un laboratoire peut avoir tout d'un virus naturel, qu'il ait été trouvé et collecté sans être modifié, ou qu'il ait été travaillé avec ce qu'on appelle des expériences de gain de fonction, qui recherchent le naturel, donc qui recherchent une évolution naturelle qui pourrait arriver. Donc, ce sont des virus qui ressemblent à des virus naturels. Et quant aux visons, oui, c'est une possibilité. Moi, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, l'avantage avec le vison, c'est ce qui a fait remarquer quand même cet animal, c'est ce qui s'est passé en Italie, où en fait, on a eu à peu près le premier variant significatif de SARS-CoV-2 qui est apparu dans une zone rurale où il y avait une concentration d'élevage de visons. Et là, ça pourrait expliquer ce premier variant par un aller-retour homme-vison, retour à l'homme. Et donc, on a aussi vu par la suite en Hollande, au Danemark plutôt, qui avait eu ce genre d'échange avec des retours, avec des mutations, donc ce qui a amené l'abattage de tous les animaux. Donc c'est une possibilité. Après, les visons, je ne sais pas s'il y a des élevages de visons à proximité de Wuhan, parce que les élevages de visons sont plus dans l'est du pays. Mais il est possible qu'une chauve-souris se soit déféquée ait été déféquée dans les mangeoires des animaux et leur ait transmis un virus et qu'ensuite il soit passé aux éleveurs et qu'un éleveur aille à Wuhan. Et voilà, ça pourrait être une piste possible. Alexander Samuel, alors je peux vous poser la question autrement. Quels sont les éléments qui penchent, d'après vous, vers un virus naturel ? Alors, pour moi, la manière de poser la question, de savoir si ça peut se produire naturellement, c'est de regarder les séquences génétiques et de se dire, bon, on va prendre une séquence de référence, on va prendre une séquence un peu éloignée, mais de la même famille de virus, et puis regarder quelles étapes intermédiaires il y a entre celle-ci et le SARS-CoV-2 qui est apparu. Et puis là, on peut faire des arbres phylogénétiques, on appelle ça arbres phylogénétiques, on va regarder le nombre de différences qu'il y a, combien il y a, qu'est-ce qui a changé là et là. Alors, les différences, elles apparaissent naturellement parce que chaque virus se réplique avec une réplicase. La réplicase, elle recopie la séquence et elle va faire des erreurs à chaque fois. Et à chaque erreur, ça va faire une petite modification.
Et donc, si c'est naturel, à mon sens, fondamentalement, la question qu'on va poser, c'est est-ce qu'il y a des modifications régulières? Est-ce qu'il apparaît régulièrement une modification, puis une autre, puis une autre, puis une autre? Ou est-ce qu'il y a un espèce de saut d'un coup sec d'une séquence à une autre? Là, pour l'instant, pour vraiment donner une idée générale, ceux qui sont un peu spécialistes, alors ça peut être un débat, c'est un objet de débat chez les spécialistes de dire est-ce que c'est vraiment régulier ou pas, mais j'ai l'impression, j'espère qu'on sera tous d'accord, que le consensus est à dire qu'il y a quand même pas mal d'intermédiaires, que ça a l'air plutôt régulier. Il n'y a pas un énorme bond d'un point de vue séquence. Là où il y a un bond, c'est effectivement le gain of function qui a été évoqué, donc il y a peut-être des fonctions qui changent, ça je veux bien qu'on en discute après. Par contre, au niveau de la séquence, de l'évolution des séquences, là c'est plutôt régulier quand on prend les intermédiaires. Il n'y a pas un énorme bond, il n'y a pas un énorme trou à mon sens, qui expliquerait qu'il y a une intervention humaine ou une accélération de l'évolution à tel ou tel endroit. Donc c'est ce qui tend un petit peu à montrer plutôt qu'il y a quelque chose de naturel. Maintenant, on ne pourra jamais exclure que quelqu'un a imité la nature à un moment donné, mais si la nature est capable de le faire, le fait que quelqu'un ait imité de la nature, alors c'est intéressant d'un point de vue enquête, si on veut chercher un coupable ou une culpabilité, mais d'un point de vue risque que ça se produise, ce n'est pas intéressant en soi. C'est-à-dire que si ça pouvait se produire naturellement, même si c'est quelqu'un qui l'a fait, ça aurait pu se produire naturellement à peu près à la même période de temps, et ça devait même se produire naturellement dans un temps donné, d'ici 10 ans ou 15 ans. Donc ça se serait produit. Voilà. Brice Perrier ? Disons qu'il n'y ait pas de grosses différences d'évolution entre les virus proches de SARS-CoV-2 et SARS-CoV-2. Je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même des zones particulières de ce virus qui sont très différentes en fait des virus les plus proches. Et donc on ne comprend pas justement comment s'est passé le virus qui est le plus proche, c'est RATG13, qui a été trouvé par le laboratoire de Wuhan en 2013 et qui a été sorti avant la piste du pangolin. Il a été sorti dès le mois de janvier par le laboratoire de Zhengli, qu'on surnomme Batwoman parce qu'elle est la spécialiste mondiale des coronavirus de chauve-souris. Et ce virus qui a 96% d'identité, il n'a pas du tout le même domaine de liaison, qui est quand même une zone très importante parce que c'est ce qui permet au virus de s'attacher à la cellule humaine ou à une cellule animale. Et il a aussi, ce que monsieur évoquait tout à l'heure, un site furine qui renforce fortement son pouvoir d'infection et dont on ne connaît pas la provenance. Et il se trouve quand même que c'est ajouter des RBD, des domaines de liaison et des sites furines à des virus pour anticiper leur évolution, ça fait partie typiquement des travaux de gain de fonction que font le laboratoire de Wuhan, notamment en collaboration avec un laboratoire américain qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Ralph Baric. Et donc depuis 10-15 ans, il travaille beaucoup à apporter, à faire des chimères entre des virus pour les doter de bons domaines de liaison et éventuellement de rajouter un site furine pour voir ce que pourraient être des virus dangereux à potentiel pandémique. Et le problème aussi, c'est que toutes ces séquences de virus qu'on aimerait voir, en fait, pour avoir une évolution, toute la banque de données du laboratoire de Wuhan a été mise hors ligne 3 mois avant l'apparition de la pandémie, au mois de septembre. Et il y a des virus qui sont dedans, donc tous les spécialistes aimeraient avoir la séquence complète et qu'on ne connaît pas, et notamment 8 bêta-coronavirus de type SARS qui ont été trouvés dans la même mine où a été trouvé RATG13. Et c'est quand même assez un peu décevant qu'on ne puisse pas savoir ça, parce que c'est des éléments essentiels. Et la Chine ne donne pas la lecture, quoi. Alexander Samuel, on a juste 1 minute avant la pause, une réponse courte. Oui, alors il y a une chose qui est très intéressante qui a été faite par une scientifique qui s'appelle Emma Outcroft, qui a regardé par exemple les différences qu'il y avait entre une séquence consensus, elle a pris une séquence de référence consensus, c'est-à-dire à peu près une séquence générale, générique, on va dire, de SARS-CoV, et puis le RATG13 et le SARS-CoV-2. Et puis elle a montré qu'il y avait des différences le même nombre d'occurrences de différences dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région qui a été plus modifiée qu'une autre sur le virus.
toutes les régions ont des différences à peu près identiques, que ce soit... Alors, il y a plein de régions dans la séquence du virus, elles ont toutes à peu près le même nombre de modifications. Bon. Régis Perrier n'a pas l'air convaincu. On fait une pause et on continue ce débat. On reprend ce débat sur les origines du SARS-CoV-2, le virus, le fameux virus qui nous empoisonne depuis plus d'un an maintenant, avec Brice Perrier, qui est journaliste et qui publie SARS-CoV-2 aux origines du mal, aux éditions Belin, et avec Alexander Samuel, qui est docteur en biologie moléculaire. Première question pour repartir. À votre avis, Brice Perrier, pourquoi l'hypothèse de l'accident de laboratoire a-t-elle été rejetée dès le départ ? Ça s'explique par l'intervention, en fait, on peut dire, d'une personne qui s'appelle Peter Daszak, qui est le président d'une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance, qui travaille à collecter des virus dans le monde pour prévenir des pandémies, pour connaître en fait les virus avant qu'ils nous attaquent, en gros. Et cette personne a écrit une tribune au mois de février pour dire qu'en fait, considérer que ce virus n'était pas d'origine naturelle, qu'il provenait d'un laboratoire, c'était une théorie du complot qu'il fallait écarter en tant que telle. Et il a assez bien manœuvré parce qu'il a écrit cette tribune. Après, il l'a fait signer par 27 scientifiques de renom. Et donc, il est passé un peu inaperçu parce qu'on ne savait pas que c'était lui qui avait écrit cette tribune. Il était juste un des signataires parmi beaucoup d'autres. Et c'est paru comme la communauté scientifique est unanime à décréter que cette hypothèse de laboratoire est une théorie du complot. Et il se trouve quand même que cette personne, c'est quelqu'un qui travaillait énormément depuis 10-15 ans avec le laboratoire de Wuhan, qui finançait même qui participait au financement de leurs travaux avec des fonds américains. Et donc, en fait, vous avez cette personne qui est partie prenante, en fait, puisque c'est ses amis, hein, il travaille beaucoup avec eux, notamment sur les gains de fonction, et qui a diffusé cette théorie, qui ensuite est devenu le responsable de la task force du Lancet sur la recherche de l'origine du virus, et qui est un expert de l'OMS, qui était dans l'équipe, et qui était celui qui s'exprimait le plus, d'ailleurs à Wuhan. Donc en fait, on a l'expert numéro 1, quasiment, même c'est l'expert un peu numéro 1, qui travaille avec le suspect numéro 1. Donc c'est un énorme conflit d'intérêts, et c'est pas normal, cette personne ne devrait pas être à cette place-là. Il a tout à fait le droit, et c'est légitime d'avoir fait son travail, de collecter des virus, de travailler avec les Chinois. Mais de le mettre comme expert et celui qui, en plus, va s'attacher à discréditer cette hypothèse, c'est pas très logique, quoi. Alexander Samuel ? C'est intéressant parce qu'il a un deuxième conflit d'intérêts, je pense aussi, qu'on peut dire. En quelque sorte, il a envie, je pense, qu'on prévienne les infections futures. Donc tout l'intérêt de ce qui est fait de ces travaux, c'est également d'anticiper les nouveaux virus qui risquent d'apparaître. Et je pense que, je me mets à sa place, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, hein, j'imagine, mais je me dis qu'il doit avoir aussi un petit peu peur que si on trouve que c'est issu d'un laboratoire ou autre, on voudrait réduire ce type de recherche et arrêter de les faire. Et ça représente peut-être pour lui aussi une inquiétude, parce que si on ne fait pas ce genre de recherche, ça peut aussi nous désarmer encore plus qu'on ne l'a été lorsque des infections respiratoires arrivent. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type d'infection respiratoire qui peuvent nous tomber dessus, il y en a beaucoup. Donc je pense qu'il y a une question de fond qui se sous-tend aussi, qui rend les choses extrêmement tendues et dont il faudrait aussi sortir, c'est cette notion de est-ce qu'il faut continuer à chercher dans ces laboratoires-là, oui, non, comment, dans quelles conditions, avec quelles conditions de sécurité. Et je pense qu'il faudrait délier ces deux problématiques. C'est-à-dire, je pense qu'il est clairement important que les normes de sécurité soient remises au goût du jour, parce qu'effectivement, il y a le groupe Drastic là, qui part un peu. Alors, à mon sens, ils partent un peu dans tous les sens. C'est un espèce de millefeuille que je reçois. C'est-à-dire que j'ai déjà interagi avec une personne parmi eux, c'est Billy Bottingson, et ils sortent tellement de choses, de considérations
qui ne sont pas finalement scientifiques, qui sont effectivement pertinentes, hein, mais qui font que ça devient une sorte de millefeuille, on ne sait pas trop où ils veulent en venir, et qui donnent des suspicions. Mais où il n'y a pas de contenu scientifique derrière, où on n'a pas regardé les séquences, on n'a pas regardé le dur, quoi. Et ça, je pense que politiquement, ça peut être très dangereux sur la base de ça, de dire il faut plus qu'on surveille les virus, il faut plus qu'on fasse gaffe, etc. Mais par contre, ce qu'ils ont fait de positif, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous ont sorti des images, alors j'ai vu ces photos circuler, de prélèvements qui avaient été faits dans des conditions qui n'étaient pas super clean et hygiéniques. On se rend compte qu'il y a des infections sur certaines personnes qui travaillent dans ces laboratoires, lors de la collecte notamment, qui peuvent être sans doute dues à la manière de travailler. Donc ça peut être important de renforcer les manières de travailler, ça c'est une piste qui est extrêmement, extrêmement intéressante. Pour autant, je pense que le risque d'attraper un virus dans la nature, parce qu'il y a énormément de virus dans notre corps, nous-mêmes là en ce moment on a des centaines de virus, enfin on a 100 fois plus de virus que de cellules dans notre corps, donc on a plein de virus qui sont inoffensifs pour nous, mais de partout. Donc la possibilité d'attraper un virus quelconque dans la nature est quand même assez élevée. Donc en termes de probabilité, le fait qu'il y ait une personne qui collecte effectivement à certains endroits des virus un peu plus rares est un risque, mais de la même façon, il existe un risque qui est lié au fait qu'il y a plein de virus partout, tout le temps, et qu'on a énormément d'interactions avec des animaux tout le temps dans le monde. On est des milliards d'individus avec des milliards et des milliards d'interactions avec les animaux. Alors les interactions avec les animaux, effectivement, on pourrait dire que ça date du néolithique, donc ça ne date pas d'hier, de même que la déforestation d'ailleurs. Or, quand on était tous dans l'idée que c'était un animal sauvage, et notamment un pangolin, l'OMS a réagi en disant qu'il fallait arrêter la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés. Les écologistes ont dit que c'était une catastrophe, qu'il fallait arrêter la déforestation, qu'il fallait arrêter d'être en contact avec les animaux sauvages, enfin, etc., etc. On a entendu tout ça. S'il s'avérait que c'est un laboratoire, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter la manipulation des virus? Parce que c'est la logique même. Vu qu'on veut interdire les choses à chaque fois, il faudra bien interdire quelque chose, et ce serait la manipulation des virus, non, Régis Perrier? Oui, déjà, si je peux me permettre, sur le groupe Drastic qui ne regarderait pas les séquences, en fait, ils regardent quand même pas mal du tout les séquences, et ils ont repéré... Notamment, c'est des gens de Drastic qui ont repéré que le virus RATG13 qui a été sorti au mois de janvier par le laboratoire de Wuhan, en fait, avait déjà été en partie séquencé en 2016 et avait été trouvé dans une mine où des mineurs avaient été contaminés parce qu'ils nettoyaient cette mine. Ils nettoyaient le guano des chauves-souris, et ils ont été malades, en tout cas d'une pneumonie atypique, qui représentait tous les symptômes des cas graves de SARS-CoV-2. Et donc, ça, c'est une découverte de ce groupe Drastic qui a vraiment apporté beaucoup, parce que ça part peut-être dans tous les sens, mais c'est quand même assez efficace, très efficace. Après, redites-moi votre question, excusez-moi. Non, je disais, tant que c'était un pangolin, on voulait arrêter la déforestation, interdire la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés. Si demain c'est un accident de labo, est-ce qu'il faut, de la même manière, interdire les manipulations de virus dans les labos? C'est clair, et ça c'est aussi ce qui a pu inciter les scientifiques à accepter aussi cette idée, le labo c'est un complot, parce que si c'était un virus travaillé, rendu plus dangereux, qui a causé cette pandémie, forcément l'opinion dirait mais arrêtez ces trucs d'apprentis sorciers, quoi. Donc oui, et on a focalisé sur la faune sauvage, sur l'idée, la zoonose, et la faune sauvage particulièrement, alors qu'en fait, la plupart des zoonoses passent par l'élevage, et c'est très rare qu'il y ait une infection directement d'un animal sauvage, avec de la viande de brousse ou quelque chose comme ça, et qui contamine ensuite les hommes, parce qu'il peut y avoir des contaminations, mais en général, ça ne passe pas d'homme à homme, ça reste... de l'animal sauvage à l'homme. Et quand il y a des zoonoses qui passent par des animaux, ce qui est quand même le plus fréquent pour les maladies infectieuses, ça passe beaucoup plus par des élevages où il va y avoir des contacts répétés qui vont permettre au virus de s'adapter à l'homme. Et ça nous amène à une autre particularité du virus qui, quand on l'a découvert, il était étonnamment stable.
Et ça, c'est des chercheurs qui ont trouvé ça, qui ont d'ailleurs été refusés de publication, hein, mais c'est acquis hein, aujourd'hui. Les 3 premiers mois de SARS-CoV-2, jusqu'à cet épisode italien, vous avez un virus qui ne mute quasiment pas, en tout cas pas de manière significative. Et ça, c'est pas habituel, parce que quand vous avez, par exemple, SARS-1, pendant les 3 premiers mois de l'épidémie, le virus a beaucoup muté, comme c'est logique, pour passer de l'homme quand il passe de l'animal à l'homme, pour s'adapter à l'homme. Et là, en fait, quand on a découvert le virus, il était immédiatement efficace, et comme s'il avait été préparé, en fait, pour l'homme, quoi. Donc, c'est soit il a été préparé, il a été travaillé en laboratoire pour, par exemple, avec des souris transgéniques qui ont des cellules humaines, qui sont humanisées pour les expérimenter, pour travailler pour avoir ce que ferait un virus sur l'homme. Ou alors, le virus aurait pu circuler à bas bruit chez les hommes et avoir une mutation comme celle du citrulline qui l'a rendu beaucoup plus infectieux. Mais ça, on pourrait aussi retrouver des virus proches. Or, on ne retrouve rien du tout. Alors peut-être parce que la Chine n'ouvre pas les vannes de l'information. Mais en tout cas, le fait que ce virus soit tout de suite prêt pour l'homme dès qu'on le découvre, c'est une particularité quand même assez étonnante. Et c'est ça qui a aussi intrigué beaucoup de chercheurs, quoi. Alexander Samuel, qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire P4 de Wuhan et pourquoi, à votre avis, c'est indispensable de continuer de le faire? On manipule des virus, on les expérimente sur les êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, on ne sait pas tout ce qui est fait. Il y a des choses qui sont publiées, il y a des choses sans doute qu'on ne sait pas exactement. D'habitude, tout est publié. D'habitude, dans un monde idéal, on publie des choses parce que c'est pas si grave que ça. Mais je préfère pas dire que je sais tout ce qui s'y passe, parce que effectivement, il y a des choses qui sont un peu étonnantes. Même, je suis d'accord pour dire qu'il y a des choses étonnantes sur la communication. Par exemple, qu'ils avaient très très peu de SARS-CoV qu'ils ont publié lorsque l'enquête de l'OMS est venue. Par contre, d'un point de vue général, je me suis intéressé aux laboratoires qui sont impliqués dans la guerre chimique. On a le centre du Boucher en France, par exemple, qui était impliqué dans la guerre CRBN, on dit radiologique, biologique, chimique, c'est les différents risques qui existent. Et les virus sont très rarement considérés comme des bonnes armes de guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que les militaires aiment développer pour les rendre, pour en faire une arme de guerre. Ça remonte déjà à la conférence de Pugwash en 1959, où ils se sont rendus compte que c'est une arme qu'ils n'arrivent pas à bien contrôler. Pourquoi ? Parce que les militaires, ils ont besoin en guerre, on a besoin de contrôler finalement ce qu'on fait. On a besoin de créer un maximum de casualties, c'est-à-dire de victimes à un moment donné, et de les cibler, de savoir où on les touche, à quel moment on les touche et comment on les touche. Or, pour un virus, il faut le diffuser. On n'est pas sûr de à quel point il va se diffuser, on n'est pas sûr de son efficacité, on n'est pas sûr de comment il va muter, à quel moment il va agir et s'il ne va pas nous retomber dessus derrière. Donc c'est très rarement... ça n'a jamais été vraiment une arme pour les laboratoires, quelque chose d'intéressant à explorer comme arme offensive, on va dire. C'est quelque chose qui a été mis de côté au profit de toxines ou d'autres éléments qui ont des effets beaucoup plus directs, qui sont beaucoup plus faciles à gérer d'un point de vue tactique et militaire. Ça n'empêche pas qu'il est possible qu'on essaie d'en développer, mais je pense que l'intérêt principal, c'est que depuis qu'on a CRISPR-Cas, surtout récemment, et qu'on peut très facilement modifier des séquences génétiques, ce qui fait le plus peur, c'est de se dire qu'avec très peu de matériel, on peut très rapidement construire une séquence génétique, modifier des séquences génétiques, et ce qui doit faire le plus peur, je pense, c'est le terrorisme biologique. Et je pense que d'un point de vue laboratoire, dans ce qui est recherche plus secrète, ce qui doit être sans doute fait le plus, c'est d'essayer d'anticiper ces tactiques, ces choses-là, ce terrorisme biologique qui pourrait avoir lieu. Donc je pense que c'est plutôt dans cet aspect des choses qu'on va essayer de modifier des virus. Et c'est en ça que je trouve que le SARS-CoV-2 n'est pas un bon candidat pour ce type de recherche secrète confidentielle, parce que c'est pas quelque chose qui a une mortalité énorme dès le départ. C'est pas le genre de virus qui sert d'arme. C'est quelque chose qui déclenche finalement une pandémie mondiale qui affecte tout le monde, mais qui ressemble pas vraiment à une arme. Donc la partie arme, je pense qu'on peut dire que sa probabilité est extrêmement basse. Je ne sais pas s'il y aura une réponse sur ça, mais c'est mon avis, c'est un avis personnel. C'est pas nécessairement une vérité. Ouais.
Brice Perrier. Oui, l'arme, c'est clairement pas quelque chose de... C'est quasi nul, la probabilité, je pense, d'une arme biologique. Comme dit M. Samuel, les virus ne ressemblent pas... C'est pas le type une arme biologique, ça ressemble pas à SARS-CoV-2 du tout, quoi. Et en plus, ce serait quand même assez stupide de faire une arme et de la relâcher à côté des laboratoires qui la fabriquent, quoi. Donc, ça peut rien que ça peut écarter l'hypothèse d'une arme biologique faite à Wuhan. Mais les travaux sur les virus, ce ne sont pas du tout des travaux d'armes biologiques, ce sont des travaux qui sont faits pour anticiper des virus pandémiques et donc de voir comment un virus pourrait devenir pandémique. Et ce n'est pas une arme biologique qu'on veut relâcher, c'est connaître pour arriver à faire des vaccins, pour arriver à trouver des thérapeutiques contre ces virus. Et ce qu'ils cherchaient notamment à Wuhan, c'était de faire des vaccins, en fait, des vaccins par exemple contre tous les coronavirus. Et pour cela, on faisait le coronavirus un peu plus virulent, celui qui allait faire mal, pour trouver la parade, mais pas pour la relâcher dans la nature. D'où Antoine Flahault tout à l'heure qui parlait d'un accident, en disant voilà, c'était pas intentionnel, s'il y a eu une fuite de laboratoire, personne ne l'a souhaité, mais effectivement, il imaginait, comme vous venez de le faire, qu'on y travaille parce qu'on veut anticiper ce qui peut se produire, on veut anticiper les vaccins. Et puis, à un moment, ça sort, et malheureusement, c'est plus virulent que ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Oui, c'est tout à fait. On est assez d'accord sur la partie armes, et sur la partie... donc ça, c'est la partie qui est plus secrète, donc là, c'est très improbable. Là, on peut quasiment l'exclure. Sur la partie, est-ce que ça peut être un accident dû à ces recherches où on essaie d'anticiper les vaccins, les futurs virus émergents? C'est justement sur ça que je pense que ça peut être très préjudiciable de vouloir à tout prix, dire que ça vient d'un laboratoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut, pour des raisons politiques ou autres, dire non, mais ça ne peut pas venir du laboratoire et fermer cette hypothèse. Je pense que c'est très bien qu'elle soit ouverte et qu'on cherche. Mais il faut aussi regarder ensuite la probabilité que ça arrive dans la nature, naturellement, hein, que ça se passe par hasard. Et là, quand on regarde les séquences pour l'instant, quand on regarde les séquences génétiques, on est beaucoup plus à se dire que ça aurait pu se produire dans la nature de toute façon. Donc, et si ça aurait pu se produire de toute façon, c'est que ça devait se produire en quelque sorte, parce que ça va dans un temps, parce qu'il y a tout le temps des interactions avec les animaux, il y a tout le temps des mutations, il y a tout le temps des modifications, que donc si ça tient la route à peu près dans cette période de temps, c'est que c'est une question de temps, ça va se produire dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans. Et donc, en ce sens, même si ça avait été un accident de laboratoire, c'est quand même intéressant de maintenir ce type de recherche en soi pour pouvoir être armé le jour où ça arrive. Maintenant, est-ce que la question de savoir si c'est un accident ici, on a quand même pas mal d'éléments qui nous indiquent que cette fois-ci, c'est probablement pas trop le cas, même s'il y a un sous-texte effectivement politique un petit peu compliqué. Il y a un sous-texte de données cachées, de choses qui ne sont pas montrées, etc. Moi, mon hypothèse, c'est peut-être qu'il y a d'autres éléments qu'ils ne veulent pas montrer. Il y avait d'autres recherches qu'ils ne veulent pas montrer. C'est plutôt ça aussi, ça peut être une explication au fait qu'on ne souhaite pas montrer les données. Par contre, quand je regarde vraiment les modifications, les différences génétiques qu'il y a, c'est pour moi une hypothèse très très faible de se dire qu'il y a eu des ajouts artificiels de l'homme. Le seul site qui effectivement était pertinent, c'est celui qui a été discuté, ce site de clivage à la furine. Et donc pour celui-là, on ne trouve pas la séquence en termes protéiques dans d'autres SARS-CoV, dans d'autres virus de la même famille. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait ces recherches uniquement à l'échelle protéique. Ce n'est pas à l'échelle protéique qu'ont lieu les mutations. Les mutations, elles ont lieu à l'échelle génétique, sur l'ARN. Et du coup, ce qui peut arriver très, très facilement, c'est des recombinaisons. Et on ne va pas retrouver cette séquence du site de clivage de la furine si on ne la cherche qu'au niveau protéique. Et on peut la retrouver au niveau génétique. Par exemple, il y a HKU9 qui possède une séquence qui est extrêmement homologue, extrêmement similaire, 14 nucléotides sur 19 qui sont identiques, et qui possède donc cet insert, mais qui est décalé en phase de lecture. C'est-à-dire que quand un ribosome, c'est-à-dire la molécule qui traduit cet ARN en protéines, va le lire,
bah, il ne va pas lire ce site de clivage parce que la séquence, elle est décalée d'une case, parce qu'il lit 3 par 3, et que là, la séquence, elle commence, il faudrait lire en décalé pour lire cette séquence. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir eu une recombinaison avec ce HKU9, par exemple, mais et que ça l'a inséré en phase de lecture, ce site de clivage, qui était décalé en phase de lecture sur HKU9. Brice Perrier, il y a d'autres hypothèses. Cette combinaison, on peut dire aussi qu'elle est assez improbable, hein, parce qu'il y a des nucléotides déjà qui ne sont pas tous les nucléotides, alors qu'on a une insertion de 12 nucléotides qui ont un rôle très particulier. Et on va dire leur côté naturel ou étonnant, il va notamment être étudié de façon très approfondie, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent, par une équipe de bioinformatique sous la direction de Jacques Van Helden, et qui va notamment regarder une chose, c'est que vous avez, pour faire des acides aminés, vous avez besoin de codons qui rassemblent 3 nucléotides. Et ce qui fait le site furine et son infectiosité, c'est qu'il y ait de l'arginine, qui est un acide aminé basique. Et c'est un site polybasique parce qu'il y en a plusieurs. Et il se trouve que les codons qui servent à coder l'arginine dans SARS-CoV-2, ce sont 2 codons qui sont CGG, donc ces 3 nucléotides qui sont associés. Et CGG, c'est des codons qu'on retrouve assez rarement, en fait, naturellement, dans SARS-CoV-2, beaucoup moins que d'autres codons qui codent l'arginine. Et or, là, on les trouve 2 fois. On les trouve 2 fois de suite, ce qui est un peu étonnant. Et il se trouve en revanche que quand on veut faire de l'arginine, insérer de l'arginine dans des laboratoires, là, on utilise très régulièrement CGG. Donc, la présence de ces nucléotides pourrait être un signe qui amènerait des probabilités vers le laboratoire. Et ça va être fait dans une étude très poussée qui va durer 1 an. De comparaison avec tous les virus, d'évolution des virus. Et on verra si ces CGG, le degré de probabilité, en gros, qu'il soit naturel ou pas. Et ça, c'est une étude très intéressante qui va être faite en France. Ouais. Alors, je voudrais répondre, rebondir sur ça, c'est très intéressant. Très vite. Parce que les CGG, justement, les arginines, elles peuvent être codées par 4 codons, hein, CGU, CGC, CGA ou CGG. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la souche HKU9, les 2 arginines, il n'y en a que 2, hein, elles sont toutes les 2 codées par la séquence CGG. Donc on la retrouve, cette séquence CGG. Et quand on cherche ce CGG ailleurs aussi sur l'humain, on le retrouve ailleurs. Donc c'est la théorie de Bill Gallaher, hein, qui a préposé ça. Mais justement, on trouve précisément cette séquence-là sur HKU9. Alors, dernière question. Pourquoi c'est pas la même, parce que d'ailleurs, il n'y a pas d'arginine dans HQ, mais c'est un peu technique. Voilà. Dernière question. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître, enfin dans l'espoir qu'on puisse le connaître, l'origine de SARS-CoV-2 ? Brice ? Pour éviter SARS-CoV-3 peut-être, parce que c'est quand même comprendre d'où vient cette pandémie, c'est éviter la prochaine. Et comme je vous le disais, les virus qui viennent de la nature, ça existe, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait, qui sont venus naturellement par la faune sauvage et qui ont fait des pandémies comme ça. Et celle-ci, c'est presque une première, hein, avec un tel impact. Et si elle vient de laboratoire, c'est quand même important de le savoir, parce que si on avait évité de faire ça, ou si on l'avait fait de façon plus précautionneuse, il n'y aurait pas eu la pandémie. Et si ça vient des animaux, c'est important aussi de le savoir, pour savoir par quels animaux c'est passé, par quels élevages, pour contrôler ces élevages, pour contrôler le circuit, en fait, que le circuit vienne du laboratoire ou qu'il vienne de la faune sauvage via les élevages. C'est important de le comprendre pour éviter que d'autres virus reprennent le même chemin, en fait. Alexander Samuel ? Oui, c'est intéressant parce que la grippe espagnole, par exemple, on a mis longtemps à retrouver d'où elle venait, parce qu'elle n'est pas espagnole, la grippe espagnole. Et donc, souvent, on met un peu de temps à retrouver les origines et à retrouver d'où ça vient. Et moi, je trouve que la conclusion est intéressante. Si l'objectif est de se dire qu'il faut éviter que ça se reproduise, et c'est effectivement un but très noble et que tout le monde partage, justement, est-ce que du coup, il faut se dire il faut fermer les laboratoires, ou est-ce que parce que même si ça s'était échappé dans le laboratoire, moi je me dis, il n'empêche que dans la nature, ça se produit aussi. On a des exemples historiques, on en a pas mal. Et du coup, il vaut mieux anticiper un petit peu et préparer. Mais dans ce cas-là, il faudrait choisir des normes plus strictes pour les laboratoires, être plus sûr, faire attention à ce qu'on fait.
Or, pour l'instant, de ce que je sais des P4, alors je n'ai pas été à celui de Wuhan, je n'ai pas visité de mes yeux, etc. Mais c'est extrêmement difficile qu'il y ait des problèmes sur des laboratoires de cette haute sécurité. Il y a par exemple une histoire, une fausse rumeur qui circule énormément sur un SDF qui se serait introduit dans un P4 en France, à Lyon. Alors, effectivement, il y a un SDF qui s'est introduit dans le laboratoire P4, entre guillemets, mais c'est dans la partie administrative. Il n'a jamais eu accès dans aux zones dangereuses. Il a été tout de suite confronté. Il y avait tout de suite une personne qui l'a vu. Ça n'a duré que quelques minutes. Ça n'a rien à voir. Et c'est des endroits qui sont extrêmement sécurisés, aussi bien contre l'intrusion, mais aussi contre l'échappement de toute molécule. C'est des niveaux de sécurité qui sont d'un très très haut standard. C'est extrêmement difficile que quelque chose s'échappe d'un laboratoire. Je pense que c'est plutôt, s'il y a une hypothèse liée au laboratoire, ce serait plutôt une hypothèse de type zooneuse qui se serait produite à la collecte. Et la collecte, c'est moins fréquent qu'il y ait des collectes qu'il y ait des interactions entre l'homme et l'animal qui sont quotidiennes dans le monde, avec plein d'élevages intensifs, plein de problèmes de ce type-là. Donc moi je pense que même si on cherche encore à savoir d'où ça vient, même si on peut continuer à chercher, la réponse, on peut déjà répondre à cette question-là. On peut déjà répondre à cette question-là, de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'il faut absolument continuer à anticiper, à se prémunir, peut-être élever les niveaux de sécurité, revérifier les niveaux de sécurité des laboratoires, ça c'est pas un problème, maintenir les niveaux de sécurité qu'on a déjà, et puis faire attention aussi à notre environnement, peut-être se poser des questions sur la manière dont on traite l'environnement, l'écologie, notre consommation, etc. Et la concentration d'animaux pour l'élevage. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.